ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. 1200 € de cash flow en un seul appartement. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Alexandre Ducreux. C'est donc le frère de Anthony Ducreux que j'ai interviewé dans l'épisode précédent, qui était l'épisode 202, où justement on avait abordé les logements atypiques. Comme vous le savez si vous avez écouté l'épisode précédent, Anthony et Alexandre ont un esprit famille. Ils entreprennent ensemble, mais toutefois, c'était Alexandre qui avait montré la voie sur les logements atypiques. Je suis très contente de l'accueillir aujourd'hui et je vais pouvoir lui poser plein de questions parce qu'il y a encore des questions qui me sont revenues après l'épisode avec Anthony. Donc, on va pouvoir encore plus creuser les logements atypiques qui sont peut-être la méthode pour, on va dire, exploser sa rentabilité en 2024 avec la location courte durée. On va pouvoir en débattre avec Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va ? Salut Dorine, super. Merci à toi. Merci de ton invitation dans le podcast. Avec grand plaisir, ça me fait trop plaisir d'avoir le frère parce que c'est vrai que j'aime bien faire des épisodes one and one où j'ai qu'une seule personne en face de moi parce que ça me permet de me concentrer, tu vois, de me concentrer sur un seul discours et de pouvoir aussi creuser les points spécifiques. Donc, je suis ravie et de découvrir aussi les similitudes avec ton frère et de parcours. Alors, il est de tradition dans le podcast de démarrer dans l'enfance. Donc, c'est intéressant quand même, étant donné que vous avez été dans la même famille, que tu me partages ton point de vue sur votre enfance, parce que peut-être que ce ne sera pas le même que celui d'Anthony. Donc, j'ai vraiment hâte que tu m'expliques un peu comment toi, tu voyais les choses. Tu vois, comment toi, tu as vécu ton enfance dans votre famille. Et j'aime bien avoir le prisme un peu du mindset de l'investisseur. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir d'où vous êtes parti en termes de mindset et d'entourage et comment vous avez généré vos déclics pour passer à l'action. Donc, c'est parti. Raconte-nous peut-être déjà où tu as grandi, comment c'était. Écoute, Anthony m'avait dit que tu étais allé sur des sujets un peu de l'enfance et on est beaucoup en parlé avec Anthony justement, donc ça m'a beaucoup parlé quand il m'en a parlé. Alors ce qu'il faut savoir, Anthony a dû le dire, hein, mais on est une famille très aimante, hein. Je pense qu'on a eu l'amour, on a eu la chance d'avoir un amour inconditionnel et ce qui fait notre grande force aujourd'hui avec Anthony, c'est qu'on a eu des parents qui ont tout donné pour nous. Et il y a un petit peu ce côté déjà de reconnaissance qui a toujours de mon côté prôné dans tout ce que j'ai pu faire. Mais à la différence d'Anthony, on est une famille de trois enfants. Anthony, le grand frère, je suis le petit frère, on a une petite sœur et on a 2 ans et demi d'écart avec Anthony et moi j'ai 2 ans avec ma sœur. Donc on est quand même assez rapprochés. Donc on a vraiment vécu un petit cocon familial quand on était jeune. Mais j'étais quand même moi le deuxième, la place du deuxième. On dit souvent que c'est pas un mythe, hein, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que j'étais entre un grand frère qui prenait quand même de la place et une petite sœur qui arrivait très vite, qui était la première fille aussi de la famille. Et c'est vrai que je pense que par rapport à Anthony et ma sœur Amandine, j'ai été le seul qui a eu des petites frustrations, des petites frictions quand j'étais jeune. Déjà, j'étais un petit peu en surpoids quand j'étais petit. Donc du coup, ça m'a causé pas mal de complexes quand j'étais en maternelle, primaire, etc. Puis c'est vrai que quand je suis arrivé à l'adolescence, j'ai eu la maturité, je sais pas trop, mais j'ai commencé à maigrir et à être un petit peu mieux dans mon corps. Donc on va dire que le côté changement d'état d'esprit a commencé à ce moment-là où je me suis dit OK Alex, tu peux être entre guillemets mignon, tu peux aussi toi être bien, etc. Et c'est vrai que toute mon enfance j'étais bon au sport, j'étais pas bon à l'école, voilà par contre, mais j'avais Anthony qui était toujours un peu meilleur que moi en sport, en tout, etc. Et c'est vrai que ça m'énerve un petit peu et ça me challengeait. Et tout petit déjà, quand j'étais en primaire, je me rendais compte que j'aimais les belles choses, les belles voitures, les belles montres, etc. Et j'ai toujours dit à mes parents, vous verrez, plus tard, je serai riche. Je sais pas comment, mais je serai riche. À contrario d'Anthony, qui était totalement à l'opposé de moi, où lui, il pensait qu'au sport, qu'au sport, qu'au sport. Je pense que jusqu'à qu'il ait eu 16 ans. Vraiment, ça a été sa vie comme ça. Mais Anthony a un gros esprit compétitif et c'est à ce moment-là qu'on a pu après se retrouver sur la partie immobilière. Et donc, du coup, je dirais que j'ai eu une enfance vraiment très aimante. Ça s'est super bien passé avec nos parents. Ils ont été adorables, comme je le disais. Mais j'ai eu deux, trois choses qui ont fait que ça m'a forgé un petit peu, je pense, mon caractère assez jeune. Et je le dis souvent encore aujourd'hui, je le dis à mes parents. On a eu de la chance dans notre, entre guillemets, dans notre éducation, c'est que
tout aurait pu être fait pour qu'on soit des enfants pourri gâtés. Parce que on avait des parents qui nous donnaient tout l'argent qu'ils avaient, c'était tout pour nous. On avait des très beaux Noëls, etc. Assez assistés. On se dit souvent que notre mère nous faisait notre couette jusqu'à je ne sais plus quel âge. Mais pour autant, je ne sais pas pourquoi, il y a un moment où on est devenu assez indépendant. Et moi, il y a aussi quelque chose qui m'a toujours aussi motivé, c'est que je voulais pas être une charge pour mes parents. Donc, du moment où j'ai commencé à gagner de l'argent, donc à savoir, j'ai fait pour parler un petit peu plus de mon parcours, donc j'étais très, très, très mauvais à l'école. Donc, je me disais vraiment, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Vraiment, jusqu'à que j'ai, je pense, 18 ans. Donc j'ai fait cursus classique, hein, j'ai eu mon brevet, j'ai eu bac, donc du coup STMG, c'est un bac technologique, donc que j'ai eu à 10, vraiment râler pas de crête. Et à ce moment-là, moi je voulais directement rentrer dans le monde du travail. Et en fait, Anthony a dû le dire dans le podcast, mais on a un papa qui est commercial et une maman qui a été mère au foyer toute notre enfance, qui fait que voilà, on a eu énormément de chance, elle était très présente pour nous, et même notre père, du fait de la flexibilité d'être commercial. Et après, notre maman est devenue nounou. Et donc, du coup, on a eu la chance d'avoir nos parents très présents et notamment notre père qui avait quand même un rythme de vie, qui arrivait à assumer un foyer tout seul. Donc, du coup, c'était quand même assez. Voilà, moi, j'avais l'image un peu sympa de son côté. Et en plus, c'était pas un modèle, mais je suis le double de mon père un petit peu, quelqu'un de pas scolaire, mais qui quand même a réussi à se débrouiller dans la vie. Et moi, j'ai toujours eu cette image de mon père très mauvais à l'école. Mon père, il a même pas le brevet, mais qui s'en sortait mieux que certaines personnes qui avaient fait des études. Et je pense que c'est quand même resté en moi et ça a été une grosse chance que j'ai eu de l'avoir aussi proche de moi, qui m'a permis d'avoir cette résilience de à la fois me dire, t'es pas bon à l'école, mais quand même d'avoir ce côté à me dire, bon, papa est pas bon à l'école, ça l'empêche pas de bien se débrouiller. Il y a plusieurs questions qui me viennent. Est-ce que tu penses que tu étais mauvais à l'école parce que c'était parce que ça t'intéressait pas? Enfin, Alors, je pense qu'il y a un petit peu des deux. parce que je me dis, t'as l'air malin, quoi. Donc, Oui, et ben c'est marrant ce que tu dis. J'étais malin, mais je n'étais pas intelligent. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, hein. Je me considère pas comme intelligent, mais par contre, je suis malin. Et je me souviens à l'école parler avec des collègues de classe qui étaient très intelligents, mais par contre que je me disais, mais punaise, ils sont pas malins quoi. Ils sont. Et c'est marrant parce que ça a toujours été ça. Et je me suis toujours dit, mais ces gars dans le monde du travail, ils vont jamais pouvoir se vendre, mais comment ils vont faire, etc. Par contre, quand il y avait un contrôle en maths, voilà, ils sortaient, ils avaient 17 sur 20, alors que moi, je me tapais un 7. Donc, vraiment, voilà, j'ai toujours eu ce rapport un peu bizarre où je savais que je n'étais pas bête, que j'avais une place peut-être quelque part. Mais quand tu es à l'école, honnêtement, enfin, moi, j'ai vraiment le souvenir de l'école, pour moi, c'est horrible, hein. J'ai le souvenir de l'école de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Donc, il y a le côté où ça m'intéressait pas du tout, c'est vrai. Et je pense qu'aussi, j'ai jamais été diagnostiqué, mais je me rends compte de plus en plus avec l'âge que je pense que je suis hyperactif ou que j'ai des troubles de l'attention. Parce que moi, c'est très souvent que tu me parles et des fois, tu vas avoir l'impression que je t'écoute pas, mais c'est qu'en fait, je pense à autre chose, etc. Donc, j'ai un gros manque d'attention et qui parfois même me porte préjudice encore là aujourd'hui parce que on va me parler ou tu vois, là, on est en train d'enregistrer le podcast. Si à côté, il y a trop de bruit, c'est pour ça que je mets volontairement les écouteurs, ça peut me porter préjudice. Donc, j'essaie vraiment de travailler là-dessus et je pense que ça m'a énormément coûté dans l'enfance, ce qui faisait que quand j'avais un camarade de classe qui parlait à côté, ben, j'allais l'écouter plutôt que d'écouter le professeur. Tu vois, donc ouais. c'est des choses que j'analyse après avec le temps, quoi. Ouais, donc, comme quoi, en réalité, t'es intelligent. C'était juste que t'étais pas câblé pour le schéma là, quoi. Enfin, Voilà, on va dire que ce qu'on nous apprenait à l'école et la méthode utilisée ne me correspondait absolument pas. bah ouais. Mais t'étais malin. Mais en fait, ça me parle tellement ce que tu dis parce que moi, en l'occurrence, moi, je suis plus de l'autre côté parce que j'étais du côté des gens qui avaient des bonnes notes. Ok. Et donc, j'ai fait des grandes études, etc. Et j'étais entourée des gens qui sont étiquetés intelligents par la société. Et ça me rend dingue parce que les gens intelligents sont en moyenne assez nuls en investissement, quoi. Tu vois, et c'est un truc de dingue. Ça me rend ouf. Et si tu veux, il y a un gros fossé, en fait, ce qui est très compliqué, c'est que tu as à la fois des profils comme moi, pendant l'école, c'est extrêmement dur, mais c'est aussi, je pense, ce qui fait que ça nous forge. J'ai un petit côté aussi revanchard qui fait que voilà, j'ai peut-être mis des choses en place un peu par ego aussi, qui fait que quand on est à l'école, c'est très compliqué pour nous, mais quand on rentre dans la vie active, tout devient une évidence. Et j'ai l'impression, à contrario, que, pas une généralité, hein, mais des enfants très scolaires, quand ils rentrent dans la vie adulte, tout ce qu'on leur avait promis dès le départ, et puis on les a mis un peu sur un piédestal, parce que quand tu ramènes des 19 sur 20, mais ouah, t'es l'enfant prodige, etc. Donc, si tu as le malheur de pas vraiment trouver ta voie et quelque chose qui fonctionne directement, bah, tu te retrouves, je le dis souvent, caissier. Alors, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais tu fais bac plus 5, tu fais bac plus 7, et tu te retrouves à pas valoriser ton travail par rapport aux études que tu as pu faire. Et ça, Ouais. je trouve ça aujourd'hui autant dramatique que de mal orienter un élève qui est très mauvais à l'école et qui peut-être a plus
voilà, plus de chances d'aller sur du technologique ou sur de l'artisanat, hein. Moi, j'ai énormément d'amis artisans qui aujourd'hui gagnent très bien leur vie, qui sont très épanouis. Alors, c'est des métiers, oui, parfois durs, mais je me dis, c'est quand même le gap est quand même assez énorme par rapport à ce qu'on t'apprend à l'école, les essentiels de la vie et ce qu'on veut te laisser penser croire qui vraiment a de la valeur et ce qu'il y en a vraiment dans la vraie vie. C'est vraiment voilà. Ouais, je m'aventurerai pas sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est volontaire, Ouais, ouais. mais c'est vrai que c'est quand même ça peut faire débat. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, enfin, j'ai un petit point quand même que j'ai envie de creuser. C'est tu m'as dit, je savais jeune que je voulais devenir riche. C'est-à-dire, est-ce que tu as analysé d'où ça vient? C'est-à-dire, tu as eu des amis qui avaient de l'argent, tu as vu des choses et tes parents te disaient, bah ça coûte cher, on peut pas l'avoir. Enfin, est-ce que tu as eu des phrases comme ça qui t'ont titillé sur l'argent? Pas vraiment. Alors si, ça fait toujours rire mon père. En fait, nous on est de confession catholique et on fait notre communion. Notre communion et à la communion, mon père m'avait dit, je t'achète, tu t'auras une moto pour aller dans les chemins. C'était un peu ma passion, j'adorais ça à l'époque. Et en fait, il m'avait dit, il m'amène dans un garage, il m'avait dit, si la moto elle rentre dans le coffre, tu l'as. On va au garage. Je pense que dans sa tête, il pensait qu'elle rentrait pas dans le coffre. Manque de peau, la moto rentre. Et à ma communion, pas de moto. Et en fait, c'est parce que mon père avait énormément peur que je me fasse mal, etc. C'est pas du tout qu'il voulait pas me l'acheter, mais du coup, ça a été peut-être la seule frustration que j'ai eue petit, et ça m'a énormément marqué. Et je pense pour aller plus loin que ça, nos parents, mon père gagnait bien sa vie, mais il nous donnait tout, donc il n'avait pas forcément d'argent de côté. Et donc du coup, j'avais toujours cette crainte que mon père perde son boulot, etc., et qu'on se retrouve vraiment dans l'embarras, quoi. Donc, je crois il y avait ça. Et il y avait aussi le côté où, assez jeune, en fait, je me suis dit, tu vois la télé, tu vois des films, tu vois des gens qui ont de l'argent, en fait. Alors, j'ai pas le souvenir, parce qu'en plus, on est originaire de Saint-Étienne, donc pas un bassin économique où il y a vraiment beaucoup de riches. Mais j'aimais les belles voitures. Donc, je me suis dit, ces gens qui achètent une Porsche ou qui achètent une Ferrari, ces gens, ils se sont bien levés un matin, ils ont pas eu de l'argent né. Alors, c'est peut-être des héritiers certains, mais il y a bien quelqu'un au début qui a créé de la valeur et qui a gagné de l'argent. Et je me suis dit, pourquoi pas moi, en fait? Je me suis dit, pourquoi ces gens et pas moi? Très jeune. Et je me suis dit, un jour, je trouverai peut-être une solution. Je sais pas quoi, je sais pas comment, mais j'ai toujours eu un peu ce côté où je me suis dit, en fait, voilà. Anthony, on en parle souvent. Anthony, jusqu'à peut-être qu'il investisse dans l'immobilier, il se disait pas que c'était possible. Pour lui, voilà, il n'y pensait même pas. Et moi, très jeune, je me suis dit, oui, c'est possible de gagner énormément d'argent, c'est possible d'être riche, c'est possible d'avoir une belle voiture, un bateau, enfin, peu importe, quoi. Alors, j'en suis loin, hein, très, très loin. Mais voilà, c'est vrai que c'est toujours resté à me dire, c'est possible, quoi. Voilà, c'est vraiment le mot, je dirais. Ok, non mais trop bien. En plus, moi, ça me fait trop marrer parce que votre histoire de famille me parle parce que moi, j'ai 2 garçons et une petite fille. Enfin, en ordre, donc c'est tout pareil. Bref. Alors, ok, donc j'ai compris. Les études, c'est pas trop ton truc. Bac STMG. C'est ça. Et tu t'es dit, c'est parti, je rentre dans le monde du travail et je vais tout déchirer et je vais trouver ma solution pour devenir riche comme ça, quoi. Alors, premièrement, je voulais faire comme mon père, parce que avec Anthony, on est quand même assez efficient, pas feignant, mais on aime bien gagner de l'argent sans se faire trop flic aussi, pour être honnête. C'est pour ça qu'Anthony avait fait prof de sport, hein, parce que rapportant argent, c'était quand même assez exceptionnel. Et on avait l'image de notre père qui était commercial, qui gagnait bien sa vie, hein, et qui travaillait pas énormément, faut le dire. Donc, du coup, moi, directement, je me suis dit, je vais faire comme mon père. Mais mon père ne le voulait pas, parce que commercial, il y avait des bons aspects, mais c'est aussi très dur. Et donc, du coup, il a tout fait pour pas que j'y aille. Et un jour, très cliché, j'en parle souvent d'ailleurs aux amis, il me dit, mais pourquoi tu ferais pas agent immobilier? Et c'était les débuts de Stéphane Plaza à la télé. Il m'avait dit, mais regarde Stéphane Plaza, etc. Moi, j'aimais bien l'architecture, j'aimais bien l'immobilier, et l'immobilier, ça me parlait déjà très jeune. Je me suis dit, l'immobilier, tu peux peut-être gagner de l'argent, acheter, etc. Et donc, du coup, j'ai fait un BTS profession immobilière en alternance. Et là encore, c'était marrant. Je vais te montrer un parallèle entre les bons élèves et les mauvais élèves. C'est que j'étais le dernier de la classe avec un ami que je me suis fait en BTS. On était les deux moins bons à l'école, mais on était les deux meilleurs en entreprise. Pourquoi, je ne sais pas. Mais on était les deux seuls qui avaient vendu un bien, je crois, en 3 mois. On est les deux qui l'ont pas eu d'ailleurs. On est deux qui n'avons pas eu le BTS. Et alors lui, il est parti après de ce cursus-là, mais on était aussi les deux premiers à avoir une entreprise après le BTS et être resté agent immobilier. Donc, tu vois, c'est des choses qui sont quand même Bah assez ouais. marrantes et qui m'ont fait marrer un peu à ce moment-là où je me suis dit, mais c'est quand même assez dingue. Et justement, je me comparais un peu avec lui. Je me disais, c'est moi le moins bon, c'est moi le mauvais à l'école, c'est moi qui dois être le meilleur en entreprise. Enfin, tu vois, c'était assez marrant. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Donc, j'étais dans une entreprise, par contre, en alternance, vraiment pas valorisée. On me faisait faire des choses un peu ingrates, aucune prise de, on me faisait pas confiance. Moi, je voulais gagner de l'argent, justement. Voilà, j'avais pas d'initiative, je gagnais 800 € par mois. Je me souviens à l'école, à l'époque,
J'achetais des casquettes sur Internet que je revendais. Enfin, j'essayais vraiment voilà, j'ai acheté des vélos, je les ai revendus, des motos, après c'était des voitures. Donc, j'essayais en parallèle de ça de gagner énormément d'argent. Et c'est à ma deuxième année de BTS que j'ai acheté du coup avec un prêt étudiant. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais tu as 19 ans et je sais plus où j'avais vu, je crois que c'était sur Internet, la possibilité de faire un prêt étudiant. Ah non, je te dis une bêtise. Je te dis une bêtise, c'est mon père qui avait fait un prêt étudiant. Il avait utilisé le prêt étudiant de mon frère pour faire une piscine chez nous. Et voilà, c'est marrant. Et tu vois, mais l'autre père, il est un peu comme nous. Il a pas une vie entrepreneuriale parce qu'il a mis la vie de famille en avant, mais on lui doit beaucoup sur l'état d'esprit. C'est quelqu'un d'ultra positif. Donc, dans notre développement entrepreneurial, ça a été très intéressant. Je fais toujours la blague en disant que si demain j'achète un avion, mon père, il me dira bravo. Alors, peut-être c'est une grosse connerie, tu vois. Mais c'est assez marrant. Tout ça pour te dire que oui, donc j'ai acheté mon premier appart donc, à 19 ans avec un prêt étudiant, en voyant mon père faisant un prêt étudiant pour financer la piscine. Et donc j'ai vu que ce prêt étudiant, tu pouvais le différer dans le temps. Donc tu pouvais le différer dans 5 ans. Donc ça veut dire que la banque te prêtait 50 000 euros sans crédit en face. Donc moi je me suis dit à l'époque, oula, j'ai pas d'argent de côté. Si je fais un prêt étudiant, j'achète un appartement, je le mets en location. Pendant 5 ans, j'encaisse les loyers mensuels. Et donc, dans 5 ans, je le revends au même prix que ce que je l'ai acheté. Et je me suis fait entre 10 et 15 000 euros, j'avais calculé à l'époque. Donc après, le scénario a évolué, mais finalement, c'est ce que j'ai fait. Sauf que j'ai fait une petite plus-value à la sortie, chose que je pensais pas du tout. Je l'ai revendu un petit peu plus cher que ce que je l'avais payé. Donc, je me suis fait un total d'opération, je crois, à 20 000 euros sur l'opération globale. Parce que ton prêt étudiant, c'était t'emprunter 50 000 et c'était comme un prêt in fine, c'est-à-dire que tu les rendais au bout de 5 ans. Exactement. Tu avais un différé d'emprunt total, en fait. Ok. Qui pouvait être différé de 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, j'avais réussi à négocier 5 ans. C'était un prêt de 45 000 euros alors normalement, c'est sur 10 ans. Et par contre, la particularité, c'est là où il fallait être très malin, c'est que les 10 ans, tu avais 10 ans et les 50 différés, c'est pas que ça te faisait 5 plus 10. C'était dans tes 10 ans. Donc, ça veut dire que quand tu lançais le prêt après, il fallait rembourser 45 000 euros en 5 ans. Donc, ce qui faisait 800 euros de mensualité à l'époque, moi, avec les taux auxquels j'avais emprunté. Ouais. C'est pour ça que je m'étais dit, quand les mensualités vont être énormes, je revends vite parce que sinon, ça va me coûter très cher. Donc, voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ah ouais, non, mais c'est génial. C'est génial. Mais en fait, tu sais que j'ai même pas pensé parce qu'on pourrait faire ça avec des immeubles aussi. Avec un différé de 3 ans et tu le revends au bout de 3 ans, quoi. Oui, et oui, bien sûr. Il y a certaines personnes qui après l'ont fait, hein, avec les différés, ils achetaient, etc. Moi, je l'ai même fait pour ma résidence principale, hein. J'ai vécu 2 ans avec un différé partiel de 100, ça me coûtait 130 euros par mois. Après, je l'ai revendu. Donc finalement, j'ai vécu un peu gratuitement dans mon appartement. Et en plus, j'ai fait une plus-value après de 60 000 euros. Mais tu vois, c'est un truc que j'ai même pas pensé. Trop bien. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas trop avec Anthony, mais c'est vrai que c'est un levier aujourd'hui moins intéressant avec les taux, mais qui est super intéressant si tu maîtrises bien ton prix d'acquisition et ta revente. Ouais. Parce que si tu fais un différé et que par contre tu revends moins cher que ce que tu avais prévu, c'est là où ça peut être compliqué, quoi. Ok. Donc, tu as fait ce premier achat et tu l'as mis en location longue durée, cet appartement-là? Ouais, longue durée, ouais. Ouais, longue durée. J'avais pas de connaissances à l'époque, hein. J'étais en BTS profession immobilière. Bon, j'étais en alternance. Je suivais pas trop à l'école. Le patron me faisait pas trop confiance. Là, pour le coup, c'est vraiment instinct. C'est vraiment un peu de chance aussi. Je pense qu'il faut en avoir un peu dans la vie. Mais vraiment, ouais, voilà, c'était pas rien de prévu, quoi. Enfin, c'était vraiment. Et donc, du coup, 400 euros par mois à peu près ou 500 euros par mois ou... Enfin, ça t'a fait... Oui, je le louais 420 euros, charge comprise, ça me faisait 300 euros, 380 euros net, je crois. Trop bien. Pendant 5 ans, j'avais mis une association en place à l'époque, c'était en meublé, par contre, j'avais déjà bien fait les choses à l'époque, c'était en LMNP. Donc, ce qui fait que, ouais, je payais pas d'impôts dessus. À la revente, un peu, par contre, vu que j'ai revendu avant 5 ans, et j'ai pris un peu de plus-value dessus. Mais sinon, ouais, assez intéressant comme projet. Je dirais même un des plus intéressants que j'ai fait, parce que c'était un des premiers. Je me souviens très jeune, c'est un peu là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, putain, c'est incroyable. Ce que je pensais, ça a marché et je voyais l'argent qui rentrait tous les mois sur mon compte. À l'époque, je devais leur faire une quittance de loyer. Je leur faisais ma petite quittance à la fin du mois et puis ils m'envoyaient mes loyers assez simplement, quoi. Trop bien. Donc, ça, c'est ton premier pas, quoi. Et ensuite? Et ensuite, j'ai le frangin que ça a titillé, qui était à l'école à ce moment-là, je crois qu'il était prof stagiaire et qui s'est dit, oh, le frangin, il investit, moi aussi, j'ai envie d'investir. Et donc, du coup, dans la foulée, il a acheté un appart. Et moi, j'avais pas de connaissances, mais lui, c'était pire que ça. Lui, il avait aucune connaissance. Et je me souviens même à l'époque lui dire, mais arrête, fais pas n'importe quoi. Parce qu'Anthony, on a toujours la tendance à penser entre lui et moi que c'est moi un peu le fougueux, etc.
mais il est tout aussi fougueux, voire plus fougueux que moi. C'est que moi, je vais plus calculer le risque, alors que lui, il va foncer. Et Anthony, c'est quelqu'un de tellement bon au fond qu'il voit pas forcément le risque parfois. Donc, parfois, des personnes sont un peu malveillantes, etc. Il va pas forcément le voir. Et donc, du coup, il achète son appartement. Bon, écoute, ça se passe plutôt bien finalement. Et c'est grâce à lui qu'on a trouvé cette association. Parce qu'en fait, l'agence avec qui il a acheté l'appartement travaillait avec une association qui plaçait des jeunes, en fait. Et donc, du coup, il lui a proposé à Anthony. Anthony a accepté directement. Donc, et ensuite, elle lui a dit, on a besoin d'un deuxième appartement. Et donc, du coup, on a loué les 2 appartements dans la foulée. Et ça a été des super locataires parce que bah, ils sont restés moi pendant toute la durée de mon bien. Anthony a encore son appartement et c'est toujours les locataires. Ça date de 2017. Et donc, c'est une association qui s'occupe de vous mettre des locataires à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est. Ouais, nous on signe un bail avec l'association et Voilà. eux ils ont des aides de l'État, ils sont financés par l'État et eux ils s'occupent suivant les associations. Hein. Nous l'association en question, elle place des jeunes en difficulté, en réinsertion, qui sont demandeurs par contre. Et ça c'est hyper important la nuance, c'est que c'est des jeunes qui sont demandeurs, donc c'est des jeunes qui sont en général plus respectueux que quand ils sont placés de force, etc. Là c'est vraiment des jeunes Ok. qui faisaient appel à l'association pour sortir du cercle familial, etc. Donc, il y avait aussi le côté un peu éthique de se dire, bah, c'est cool, en plus de ça, ça permet de loger. Nous, on a eu la chance bah, voilà, d'avoir des parents aimants, etc. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y avait ce côté un peu, notre mère, je me souviens à l'époque, nous disait, c'est bien, il faut faire ça, il faut louer aux jeunes, etc. Donc, il y avait aussi ce côté financier, mais on s'est dit, bah, tu vois, très jeune, ça peut aussi, je veux pas dire qu'on a fait du social, hein, loin de là, mais de dire, bah, ok, on a pu aussi ça a pu permettre de loger des personnes, quoi. Parce que les associations, ça fait peur à beaucoup de gens. Et tu as beaucoup de propriétaires qui refusent. Parce qu'ils ont peur que les appartements soient dégradés, etc. Ok. Et donc, ça, c'était votre démarrage. Et comment est-ce que vous êtes basculé en mode non, mais là, faut qu'on prenne de l'ampleur là, dans notre façon d'investir. C'est bien, ces petits joueurs, c'est le démarrage, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Bah écoute, ça a mis un peu de temps parce que bah moi j'avais 19 ans avec ce premier appartement. Je me suis dit, j'ai trouvé une faille dans le système, c'est super, mais il faut que j'ai un CDI, fausse croyance de l'époque un peu, avant d'investir. Donc moi j'ai fini mon alternance. Après j'ai été débauché pour intégrer notre agence immobilière. Donc du coup j'ai signé d'abord 2 CDD parce que pour me faire confiance. Et en fait du moment où j'ai eu mon CDI, on a réinvesti direct. On a acheté un immeuble de 4 appartements donc avec mon frère et notre père. Ok. Et notre père parce qu'on a déjà eu cette idée un peu patrimoniale en investir ensemble, etc. Et ensuite, avec Anthony, on a commencé à se former à l'indépendance financière, à tout ce monde un peu qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que, en fait, moi, les déclics, c'est quand j'ai compris, vraiment. Anthony, je sais qu'il a lu Père riche, Père pauvre, et ça l'a vraiment, peut-être que ça lui a changé un peu la vision des choses. Moi, je l'ai pas lu parce que, bah, côté pas scolaire, j'arrivais pas à le lire. Alors que c'est quelque chose qui m'intéresse, hein, tu vois, c'est dingue. Et alors que moi, le déclic, vraiment, c'est quand j'ai compris que je pouvais acheter plusieurs biens dans la même année. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, moi, tant qu'on me prête, ça y est, c'est parti, quoi. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à investir. La grosse année d'investissement, ça a été en 2019. On a commencé à investir drastiquement sur Saint-Étienne, sur Saint-Chamond, la ville aussi où on est né. Et on a commencé à investir. Les taux étaient super bas. On empruntait à 1%, voire même presque négatif. Les prix de l'immobilier étaient très bas. Personne ne voulait investir à Saint-Étienne. Et comme on dit aujourd'hui, ben, achète au son du violon, vend au son du canon. C'est très vrai parce que nous, on a vraiment acheté quand personne ne voulait acheter. On y croyait assez facilement parce qu'il y avait des projets qui se montaient et pour autant les gens n'y croyaient pas. Je sais pas pourquoi. C'était une des villes de France la moins chère. Enfin, voilà. Donc on a investi, on a investi. Anthony a acheté sa résidence principale, il a acheté un immeuble. Moi j'ai acheté 2 appartements, un que j'ai transformé en colocation, un autre que j'ai mis que j'ai loué à un étudiant. J'ai fait ma résidence principale, ma première, celle dont je te parle où j'ai fait 60 000 euros de plus-value. Et c'est que pour parler et pour venir un petit peu où on en est arrivé au logement typique, c'est que après 3 ans d'investissement qu'on est venu à la LCD et à la LCD atypique. En fait, c'est vraiment venu en même temps. Alors, LCD pour les auditeurs, c'est location courte durée. Enfin, je le précise pour ceux qui n'arrivent pas à Oui, suivre. j'allais le faire, tu as raison, parce qu'on a notre jargon avec Anthony, on pense que tout le monde connaît les termes. Donc, tu fais bien de préciser. Et donc, du coup, c'est qu'après 3 ans d'investissement qu'on s'est mis sur la location courte durée. Et c'est moi qui étais initiateur de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je me suis retrouvé à un moment où, avec Anthony, on s'était donné un petit challenge et liberté financière un petit peu. On s'était dit, ça serait bien de remplacer nos salaires de l'époque par des revenus immobiliers. Et ça, on s'était dit en 2000, on s'était dit en 2018, 2019. OK. Eh ben, Anthony, il avait acheté des immeubles de rapport, donc il avait une stratégie moins agressive que moi. Moi, j'étais plus dans les stratégies, mais petit budget. Il a fait une colocation, appartement étudiant, achat-revente. Donc, ce qui fait qu'Anthony avait plus de 2000 euros de cash flow, mais moi, c'était pas le cas. Mais par contre, on était surendetté. Et moi, j'étais surendetté parce que j'avais lancé énormément de prêts. Parce que ce que prennent les banques en compte, c'est en effet les montants que tu vas lever et aussi le nombre de projets que tu as financés.
Donc, des fois, c'est intéressant si tu as la capacité d'emprunt, de faire 2 immeubles et de soulever 400 000 euros que d'acheter 4 apparts et de soulever la même somme. Parce que les projets, ils aiment pas quand ça va en cascade comme ça. Surtout qu'on était en différé, donc pareil, ça bloquait énormément. Ouais, tant que le capital n'est pas commencé à être remboursé, ils aiment pas non plus. Ouais. Ils aiment quand il y a du capital remboursé. Ouais. Ils aiment pas du tout. Et nous, on n'avait pas envie de rembourser le capital parce qu'on avait encore plus de cash flow pendant cette période. Et on avait lancé la construction de notre villa à Bali, mais qui rapportait rien à l'époque. Donc, du coup, surendetté. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais mince, comment je vais faire pour faire plus de cash flow? C'était vraiment, on avait que ça en tête avec Anthony. Anthony dit souvent, j'étais devant les élèves, j'arrivais pas à me concentrer. Moi, c'était un peu pareil avec mon métier. Parce que faut dissocier le métier d'agent immo, le métier d'investisseur immobilier. Hein. C'est totalement différent. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Et d'ailleurs, j'ai mes 2 collègues de l'époque qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui avaient jamais investi dans l'immobilier, alors qu'ils étaient agents immobiliers. Donc, Ouais. assez dingue. Quand j'ai vu ça, moi, je leur ai dit, vous êtes tarés, les gars. Bon. Et donc, du coup, je me suis dit à ce moment-là, mais il faut que je trouve une solution. Et pourquoi? Va savoir pourquoi. Je vais sur Airbnb, je tape Saint-Étienne. Je me dis, je vais être curieux, Saint-Étienne. Nous, on voulait pas faire de location courte durée pour 2 choses. La première, c'est qu'on vit à Saint-Étienne et on pensait pas que la courte durée, ça marchait dans les villes non touristiques. La deuxième, c'est qu'en fait, je pensais pas qu'on pouvait tout automatiser. Donc moi, je voulais pas, avec Anthony, on a toujours vu l'immobilier comme quelque chose de passif, je voulais pas les rendre les clés, etc., machin. Et donc du coup, je vais sur Saint-Étienne, je me rends compte qu'il y a des Airbnb à Saint-Étienne et je me rends compte, surtout, que ça se loue et que les petits malins qui achètent 50 000 euros, ils font du gros cash flow. Et notamment, un appartement qui marque, donc j'ai rien inventé, hein, un appartement qui marque, c'est un appartement qui a une baignoire balnéo et un sauna. Par contre, une décoration qui n'était pas du tout à mon goût et je pensais honnêtement, sans vantardise, faire beaucoup mieux. Et je me dis, ça va marcher. Et je me rends compte que ce gars, il loue 30% plus cher et 30% plus souvent. Et donc, décision, je fonce, fin 2020. Donc, du coup, je lance mon premier logement atypique. Donc, c'était il y a 3 ans aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que souvent on nous dit, oui, mais les logements atypiques, est-ce que vous avez du recul? Oui, aujourd'hui, on est en 2023, au moment où on tourne le podcast. Ça fait 3 ans qu'on sait que ça marche. Et attends, parce qu'il y a un truc que j'ai envie de creuser, parce que je trouve c'est un point technique que je trouve très intéressant pour les auditeurs. Oui. En fait, pour faire ton étude de marché et pour repérer le fameux gars qui était déjà un petit peu sur le créneau, mais atypique, mal décoré, en gros, ce que tu as fait, c'était aller sur Airbnb ou sur Booking et tu as regardé pour voir à combien il louait et tu t'amusais à regarder les réservations qu'il avait, voir si c'était tout le temps complet ou pas? Ou est-ce que tu as utilisé des sites spéciaux? Non, en fait, j'ai vu très vite que ça marchait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait énormément de commentaires. Ok. Et le marché a beaucoup muté aujourd'hui. Et c'est la grosse question de beaucoup de personnes, c'est qu'avant, tu avais plus de réservations à l'avance. Aujourd'hui, on est dans un marché en 2023 et 2024 aujourd'hui où on a beaucoup de réservations derrière nous. Donc, c'est compliqué de savoir si les gens louent vraiment. Aujourd'hui, moi, Ah tu regardes mes ouais. calendriers de réservation sur des logements atypiques. J'ai peut-être 2, 3 jours d'avance, mais rien du tout. Pour autant, j'ai un taux de remplissage de 95% sur mon année 2023 complète. Mais à l'époque, il y avait un petit peu plus de créneaux pris et il y avait beaucoup de commentaires. Et je voyais qu'ils louaient beaucoup plus cher que les autres. Et du coup, ça a fait vraiment un tour dans ma tête. J'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Ok. Je me suis dit ça, mais j'avais quand même des a priori. Parce que cet appartement, je l'ai fini à 56 000 euros. Je le loue en moyenne entre 100 et 150 euros la nuit. J'ai un prêt dessus de 263 euros. Je peux te dire rien du tout. Et à l'époque, je me souviens me dire, dans tous les cas, même si je joue que le week-end, comme beaucoup, je pense, hein, je pensais juste louer le week-end, hein, vendredi, samedi, etc. Je me suis dit, en tous les cas, je serais déjà très rentable, plus rentable que si je le mettais en longue durée. Et en fait, ce que je dis souvent, je commençais à louer quelques nuits en semaine, une semaine complète, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, je vais faire une année quasiment complète. Waouh! Et c'est là où je me dis, Alexandre, là, tu es vraiment en train de tenir un truc incroyable. Parce que pour rappeler les chiffres, 56 000 euros d'acquisition, totalement terminé, je dégage entre 1200 et 1500 euros de revenus nets, toutes charges déduites, hein, impôts, ménage, charges de location pour durée classique, hein, électricité, eau, etc. Et là, à l'époque, je me dis, c'est quand même incroyable. Et qu'est-ce que tu avais mis de spécial dans ce logement pour que ça fasse vraiment l'effet waouh? Tu avais mis ton sauna et ta baignoire ou tu avais fait. Alors non, j'avais pas de place pour mettre un sauna, donc j'avais pas mis de sauna, j'avais juste mis une baignoire balnéo, mais j'avais une grosse baignoire balnéo double. Et personne mettait ça à l'époque, en fait. J'ai mis un gros truc qui ressemblait à un jacuzzi, mais qui avait pas toutes les contraintes d'un jacuzzi. Donc j'ai mis ça, et j'ai mis une décoration assez classique quand même, hein. C'était quand même un peu poussé, mais j'étais pas non plus dans quelque chose de trop extravagant comme on peut faire aujourd'hui avec la ciné-room d'Anthony. Parce que, comme beaucoup de personnes, je me suis dit, au cas où ça se loue pas, je le loue en classique, je vais pas faire un truc trop foufou, quoi. Et je me suis rendu compte après le temps, il fallait faire des trucs encore plus extravagants et c'est ce que recherchaient les gens. C'est ce qu'on a fait avec Ok, la suite Amantis et ce qu'on a fait encore plus récemment avec la Cinéma. ok, ok.
Voilà, après, que te dire plus? Bah, ça commence à très bien marcher. Voilà, je fais une année complète et là, je me dis, bah, faut dupliquer, Alexandre, c'est un truc de fou, quoi. Faut dupliquer. J'avais un peu le côté au début, les gens m'en parlaient et un peu comme beaucoup qui font des logements atypiques, pas trop vouloir dévoiler mon secret. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens me copiaient, ils cherchaient à trouver des infos, etc. Donc après, je me suis dit, autant en parler, autant inspirer les gens et que les personnes, ça devienne des confrères et pas des concurrents. Donc après, je fais la suite à Mantis, donc un appartement dans une ville de moins de 40 000 habitants. Voilà, dans la foulée, quasiment un an après. Et là, pareil, explosion. Dès le premier mois, je fais 100% taux de remplissage, etc. Aujourd'hui, je suis pareil à 95% taux de remplissage sur cet appartement sur l'année 2023. Et je me dis, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Mais j'ai eu pas mal de pépins sur ce bien parce que j'ai dû acheter avec un prêt conso. J'ai été bloqué par les banques. C'est à ce moment-là que j'ai revendu mon tout premier appart quand j'étais le fameux appartement parce qu'il fallait que je me désendette pour réemprunter derrière. Donc en fait, j'ai soldé mon prêt étudiant pour refaire un prêt conso derrière. Ok. Euh, Micmac un peu. Donc, et tout ça pour dire que je me suis contenté de conditions bancaires catastrophiques parce qu'à l'époque, je me suis fait prêter 50 000 euros avec un taux à 2%. Et c'était fin 2021. Hein. Fin 2021, tu avais encore les taux à 2% pour être prêté sur 20 ans sans apport. Donc, ça me faisait 460 euros de mensualité, je m'en souviens. C'est toujours le cas d'ailleurs. Hein, j'ai toujours 460 euros de mensualité. Et j'ai dû mettre 24 000 euros de ma poche. Donc, le projet m'est revenu à 74 000 euros parce que ben, je n'arrivais pas à me faire financer le reste, quoi. Donc, j'ai pris 24 000 euros de ma poche qui était dû de ma vente de mon ancienne résidence principale plus un prêt conso. Donc, conditions bancaires catastrophiques, mais parce que je savais que derrière, il y allait avoir des chiffres qui étaient exceptionnels, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'avec Anthony, il y a une vraie puissance avec les logements atypiques. C'est qu'aujourd'hui, même si tu as 100 euros de moins de cash flow, au lieu d'avoir 1003, tu as 1002. Alors que quand tu fais une stratégie long terme, comme on a fait avec Anthony et comme on fait toujours aussi, hein, si tu n'es pas du tout à la recherche de cash flow, c'est OK. Mais si vraiment aujourd'hui, ta recherche profonde, c'est d'avoir des revenus immobiliers tous les mois, d'avoir vraiment des compléments de revenus, voire même en vivre, honnêtement, avec la conjoncture actuelle, les taux d'aujourd'hui, les prix de l'immobilier, je vois pas, à part les logements atypiques, très sincèrement, comment c'est possible. Donc, c'est là où vraiment ça a fait un tour, quoi. Et j'avais envie de te questionner un petit peu sur les logements atypiques. J'ai l'impression que vous avez fait ça dans des villes qui sont pas. Tu as fait ça à Saint-Étienne, c'est ça, le premier? Saint-Étienne, ouais. Et en fait, je sais pas comment dire, mais parce que moi, je côtoie beaucoup de monde qui veulent investir. Et les gens, ils s'imaginent tout le temps, non, mais tu peux pas faire un logement atypique ici parce que là, c'est pas fait pour. En fait, est-ce que pour toi, tu veux dire, on peut en faire partout des logements atypiques, ou est-ce que c'est que sur certaines zones? Alors, oui et non. Oui et non. Pour moi, tu peux en faire partout. Par contre, ça ne veut pas dire n'importe où et à n'importe quelle sauce. C'est-à-dire que t'as des villes, pour moi, il y a chaque ville, même commune, peuvent se prêter à faire des logements atypiques. Aujourd'hui, si on parle un petit peu, moi, j'aime bien différencier atypique et insolite. Atypique, ça va être tous les biens chambre à thème, tout ce qui va être dans un bien immeuble. Mais tout ce qui va être insolite, cabane, bulle nature, cabane dans les arbres, tipi, houseboat, etc. Là, tu es sur des clientèles qui cherchent raccord avec la nature. Et donc, du coup, plus ton bled, entre guillemets, il est paumé, plus ça va marcher. Et à l'inverse, des love rooms ou des chambres un petit peu thématiques sur un film, etc., tu auras quand même plus de succès dans des villes où il y a un bassin économique que dans des petites villes, des communes de 300, 500, 4000 habitants. Tu vois? Donc, ça peut marcher de partout. Ça peut marcher de partout, mais surtout, ce qu'on dit aussi avec Anthony, c'est que proche des grandes villes, tu as toujours un périmètre d'1 heure autour où il y a un bassin économique et il y a des villes qui s'y prêtent en termes de prix d'acquisition, en termes de bassin économique et en termes de demande aussi au niveau de la clientèle. Parce que ce qu'il faut se dire aussi avec les logements typiques, c'est que tu vas avoir toute la clientèle qui va venir pour venir se loger. Tu vas pouvoir récupérer parce que tu as un bien qui est différencié et que tu crées une expérience. Et tu as aussi une autre clientèle qui, celle-ci, a été créée avec les logements atypiques, c'est loisirs. Aujourd'hui, moi, j'ai des voyageurs qui sont dans ma ville, mais au lieu d'aller au cinéma, j'ai le copain qui offre à sa chérie une nuit dans l'appartement. Tu vois? Ça peut paraître fou, mais on a des lunes de miel. Il y a des personnes qui viennent pour fêter leur lune de miel, des personnes qui n'ont pas trop de budget, qui n'ont pas les moyens de se payer un voyage à Tahiti, etc. Bah, ils viennent dans nos appartements et ils en sont super contents. Tu vois? Donc, je dirais vraiment que ça a répondu à un besoin. Et je pense que c'est pour ça que ça a marché aussi très rapidement. C'est que les gens étaient en demande de ce type d'hébergement. Et pour aller même plus loin que ça, et notamment dans certaines villes comme Saint-Étienne, le parc hôtelier est tellement vieux que les gens n'ont pas envie d'aller à l'hôtel. Ils payent quasiment le même prix pour aller à l'hôtel dans un truc miteux. Là, ils arrivent dans des appartements thématiques, il y a une balnéothérapie, il y a une cuisine, c'est propre parce qu'on essaye d'avoir une certaine rigueur. C'est ça aussi qui est très important, qu'on oublie parfois. C'est expérience,
qualité du bien, mais aussi suivi à vie. Moi, la première chose que je fais, je le dis souvent, quand je vais au restaurant ou à l'hôtel, je regarde les avis. Ce qui va me faire passer d'un hôtel à l'autre, c'est les avis. Et donc, si tu as des avis qui sont très moyens, peu importe qu'ils soient typiques ou pas, ton bien, tu n'auras pas de clientèle. Par contre, si tu réponds à un marché et qu'en plus de ça, tu as une excellence au niveau de tes commentaires, tu n'auras aucun problème à louer. Je sais pas si ça répond bien à ta question. C'était assez clair. Ouais, j'ai envie de creuser encore un petit peu si je peux me permettre. Ouais, bien sûr. Par exemple, tu vois, la Love Room, ça c'est le grand classique. Oui, c'est le grand classique, c'est le précurseur, on va dire, des logements atypiques. Tu vois, typiquement, la Love Room, tu te dis, bon, bah ça, de toute façon, je sais pas, hein, tu me dis si je me trompe complètement, mais tu Non, fais mais vas-y, une vas-y. déco un peu glamour, tu mets en place deux, trois accessoires qui font que c'est vraiment romantique, j'en sais rien, moi, la grande baignoire, le sauna, Ouais, enfin un peu de totalement. confort en plus. Mais du coup, ça reste finalement un peu du haut de gamme, un peu bien décoré. Alors que pour moi, dans ma tête, il y a les autres qui sont encore plus poussés en mode thème la jungle room, quoi. Et ça, c'est encore autre chose. Et c'est quoi pour toi ta différenciation des différents types de logements atypiques qui existent dans ce genre de truc? Bon, bah, tu l'as dit, hein, la Love Room, hein, qui est le plus classique et le plus répandu. Et je dirais même, il y a deux catégories de Love Room. Il y a les suites de luxe, un peu plus comme j'ai fait moi, avec une balnéo, quelque chose de classe, un peu sympa, ou tu peux le mixer avec le thème d'un pays. Par exemple, moi, j'ai fait une Love Room un peu sur le style de Mykonos, Ok. Santorin. Tu vois, tu as tout cet aspect-là. Et tu vas avoir les Love Room, limite sex room, qui marchent aussi très bien. Moi, c'est moins mon univers, donc ça me parlait moins. Mais tout ce qui est 50 nuances degrés, voilà, tu peux aller dans des délires très, voilà, sadomaso, enfin voilà, les choses un peu comme ça, mais qui marchent très bien. Hein. Il y a une vraie clientèle par rapport à ça. Ça, il y a ses premiers biens. Après, tu as tout ce qui est en effet Jungle Room. Jungle Room, ça marche très bien aujourd'hui. Donc, ça peut être des biens avec des murs végétaux, des lianes, des filets suspendus. Tu vois tout ce qui est Game Room aujourd'hui qui commence très bien à marcher. C'est des espaces un peu plus grands, par contre, où tu vas pouvoir retrouver un flipper, un billard, des jeux, tu sais, les jeux avec les pistolets, un écran de cinéma, tu as les cinéma rooms, comme a fait Anthony, une vraie expérience de cinéma. Donc, c'est-à-dire que tu es dans un appartement où c'est un cinéma. Tu vas avoir tout ce qui est chambre thématique sur les films. Voilà, tout ce qui est Harry Potter, Star Wars, voilà, tout un tas de films. Attention, par contre, dans tout ce qui est sous licence, hein, faut pas faire une chambre Harry Potter, sinon Warner va taper à la porte et va te dire attention mon coco, tu me dois des royalties. Donc faire très attention dans le naming des projets quand on se rapproche de ça, et aussi dans ce qui est mis à l'intérieur et ce qui est vendu. Voilà, donc ça il faut faire attention. Ça après, qu'est-ce que te donner d'autre comme thématique? T'en as Mais pour énormément. quelqu'un Hein. qui aimerait se lancer dans son premier logement atypique, tu lui recommandes de commencer par un truc plus sûr, en mode une love room, et au moins ça marche à tous les coups, et au pire, tu la rebascules en. Enfin, parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que un travailleur, par exemple, qui vient bosser pour Oui. la semaine, une love room, ça lui va aussi parce qu'il se dit, bah, c'est confortable pour moi aussi, tu vois. Non, Non, c'est une il ira question. pas. Il ira, dans tous les cas, il ira pas parce que le travailleur, il va chercher rentabilité. Il a un panier repas, enfin, il a un panier pour dormir Ok. était plus cher que les autres hôtels. Donc, dans tous les cas, le logement atypique, la durée de nuitée des voyageurs, c'est entre 1 et 3 nuits max. Hein. Donc, tu auras rarement quelqu'un. Si quelqu'un prend ton appartement à la semaine, c'est que t'es trop cher, c'est que t'es pas assez cher. Voilà. Ok. Donc, on est vraiment sur du turnover. Donc, cette clientèle, tu l'auras pas. Tu l'auras peut-être, il va peut-être venir 1 ou 2 nuits, voilà, pour se faire un kiff, mais il viendra pas une semaine. Dans tous les cas. Donc, dans tous les Donc en cas, fait, cette c'est clientèle, tu l'auras forcément du pas. loisir. C'est pas forcément du loisir. Tu peux avoir des personnes qui viennent, mais c'est pas des personnes qui vont rester une semaine. Ok. Et notamment les villes dans lesquelles on va, c'est rarement des gens qui restent une semaine. Ou alors ils prennent un appartement au mois, ils prennent un Airbnb très classique. Ok. En effet. Parce que nous, on pourrait sur les logements atypiques avoir un prix dégressif à la semaine, au mois, etc. Mais c'est pas intéressant. Là où ça peut l'être un peu sur du logement plus généraliste, plus classique. Mais pour répondre un peu plus précisément à ta question, je dirais qu'il y a deux profils. Si tu as un profil où comment dire, un profil un peu plus bleu comme Anthony, où tu as besoin d'être rassuré, peut-être. Peut-être va dans une ville où il y a déjà des love rooms, mais par contre, fais le mieux. Fais le mieux que les autres. Parce que c'est un marché qui existe déjà. Et donc, si t'es pas meilleur que les autres en termes de positionnement, en termes de qualité et en termes de tarification, tu vas te faire exploser. Parce que, attention, hein, aujourd'hui, on commence à avoir presque des professionnels des logements atypiques, donc faut être bon dans ce que tu fais, si tu veux tirer ton épingle du jeu. Après, tu vas avoir possibilité d'aller dans des secteurs où les love rooms, par exemple, n'existent pas encore, voilà, où tu vas créer en fait le marché. C'est ce qui m'est arrivé moi à Saint-Étienne. Enfin non, à Saint-Étienne, il y avait déjà quelqu'un, mais c'est ce qui m'est arrivé à Saint-Chamond, là où j'ai fait mon deuxième logement typique. J'ai été le premier dans cette ville-là, donc j'ai créé le marché. Et si après, tu as vraiment
moi, on aime bien dire avec Anthony, il y a cette appétence aussi. Anthony, pour la cinéma room, il a fait une cinéma room parce qu'il ne se voyait pas du tout faire une love room, ça ne lui parlait pas. Et donc, il y a le côté aussi, qu'est-ce que je peux faire comme, bah voilà, comme bien, quoi, qui me parle. Ou moi, je pourrais être aussi consommateur. Ok. Et là, c'est là qu'est venu la cinéma room. Ça veut pas dire que si voilà, tu étais fan des Seigneurs des Anneaux, que si tu vas faire une chambre dans Seigneur des Anneaux, ça va cartonner, tu vois. Mais ça peut te donner déjà un état, comment dire, une petite étincelle par rapport à ton projet. Et par contre, si tu as des idées qui ne sont pas encore faites, moi, ce que je conseille, c'est pas de poser des questions aux proches parce qu'ils vont te dégoûter. Eux, voilà, ils n'ont pas le même état d'esprit que toi, mais c'est par contre d'aller sur des groupes Facebook, Seigneur des Anneaux, par exemple, et tu poses des questions, tu mets des sondages. Est-ce que vous dormiriez dans une chambre Seigneur des Anneaux? S'il y a un groupe de 4000 personnes et que tu en as 300 qui te répondent oui, ah oui, il y a un marché là, clairement, tu vois. Donc, c'est un peu ces éléments aussi où tu vas rentrer plus dans la stratégie. Ok. En tout cas, ça me parle vachement tout ce que tu racontes. Je pense que ça va être utile aux personnes. Mais en fait, au final, est-ce que Alors, donc, je vais te proposer encore une autre question. C'est que, comme tu disais, si je fais de la location courte durée plus pour les travailleurs, bah, je sais qu'en moyenne, ils vont rester un peu plus longtemps. Donc, en fait, il faut que je me prépare à un turnover assez Oui, important parce que tu disais une moyenne entre 1 à 3 nuits. Donc, ça veut dire que ton système d'automatisation, il doit être, mais enfin, comment dire, aux petits parfait. oignons, quoi. Peut-être tu peux pas te permettre. C'est assez court, on peut pas parler de tout, mais oui, oui, le système pour moi, ça repose les logements typiques sur ta thématique, le bien que tu vas faire, et sur l'automatisation. Voilà. Nous aujourd'hui, sur les biens, il y a des messages automatiques qui partent aux voyageurs, il y a des messages automatiques qui partent aux prestataires de ménage, il y a même des vidéos explicatives aux voyageurs pour pouvoir leur expliquer comment tout fonctionne. Tout est tiré à quatre épingles pour que le voyageur passe un très bon moment, mais en automatique, et que toutes les infos avec les prestataires soit aussi appliqué et que ce soit automatique. Regarde, là, on est en train de tourner un podcast. Moi, je peux pas me permettre là de te dire, attends, Dorine, je vais répondre au téléphone. Non. Donc, tout est fait de sorte que ça soit automatique. Ça veut pas dire que parfois il n'y a pas de couac ou voilà, il y a de la gestion courante, on gère de l'humain. Hein. Mais honnêtement, ça arrive très rarement quand tu as les bons process et que tu as bien mis les choses en place. En fait, il y a un gros travail de fond au départ et c'est ce que négligent beaucoup de gens. Hein. Tu fais très bien les choses au départ et une fois que ça s'est bien fait, Ouais, ouais, ouais. ça tourne vraiment très, très bien. Ouais, pour que tu aies des super avis au démarrage, que ça lance la bonne dynamique, quoi. Pas que. Voilà, au début, tu mets un petit peu plus d'énergie. Tu vas appeler les personnes pour savoir comment ça s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit avis? Voilà, tu vas donner un petit peu plus de ta personne pour lancer ton bien. Une fois que tu as fait ton marché, que tu es implanté sur le marché, bon, bah ça va, tu peux lâcher un petit peu et le laisser un petit peu en automatique. Quoi. En tout cas, là, enfin, franchement, c'est génial. Moi, c'est vrai que la location courte durée, j'ai la flemme. Tu vois, je me dis, oh, moi, ça tourne et j'ai mon cash flow longue durée, donc tout va bien. Mais Mais j'avais comme toi, hein. Je l'avais comme toi, je te rassure. Mais quand tu commences à prendre ouais, quelques milliers d'euros, là, tu te dis, ouais, c'est quand même très, très bien. Mais non, mais je te attention, crois. c'est du business, c'est pas de l'immobilier. C'est ça qui est important. C'est Ouais, qu'on flirte quand même avec du business et voilà, c'est quand même de la stratégie, de l'optimisation, etc. Voilà. Donc, c'est quand même important de le préciser. Mais bien fait, c'est très, très, très rémunérateur. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure stratégie. Après, voilà, à débattre, hein, mais si tu veux faire du cash flow en 2024. Surtout pour un petit budget, si tu peux acheter qu'un appart, enfin, de toute façon, t'as pas le choix. Tu es obligé de faire ça pour avoir du cash flow, quoi. C'est ça, c'est accessible à tous parce que tu es sur des petits budgets. Moins de 100 000 euros, vraiment, ça se trouve partout en France. 50, parce que voilà, 60 000, je sais que c'est pas partout. On est sur des petits budgets totalement automatisables avec des gros revenus à la clé. À part les logements atypiques, aujourd'hui, je vois pas quel produit d'investissement immobilier permet ça. En tout cas, pour faire Ou autant de cash flow, je suis j'ai pas d'accord l'astuce. avec toi. Non, mais Voilà. je suis complètement d'accord avec toi. Je suis une convaincue. Bah, après, moi, j'aime bien les gros immeubles aussi, tu vois. Donc, et tu peux faire de l'atypique dans des gros immeubles. Voilà, exact. C'est ce qu'a fait Anthony sur la cinéma Room. Trop bien. Bah, c'est trop bien, Alexandre. Si les personnes t'ont bien aimé et pour vous suivre tous les deux, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Alors, ils peuvent me retrouver sur Instagram, donc mon plan IMO, voilà, tout bête. Et on est de plus en plus présent aussi. Bon, on est sur TikTok aussi, mais voilà, c'est pas notre, on connaît pas trop quoi. Mais on est de plus en plus présent sur YouTube aussi, où on délivre énormément de contenu, de plus en plus, du contenu beaucoup plus long, beaucoup plus informatif. Donc voilà, je dirais sur YouTube et Instagram, et c'est mon plan IMO tout simplement. Trop bien. Bah, je vais mettre les trois liens là que tu m'as dit dans la description. Comme ça, ce sera pratique pour tout le monde si vous voulez aller jeter un œil. Et merci beaucoup, Alexandre, en tout cas, d'être Eh ben, venu sur le podcast. merci beaucoup à toi Dorine pour cette invitation, c'était super. Salut, salut.